quelque chose aussi de très amusant. Moi, je l'ai feuilleté, je me suis bien amusée. Top 5 tennis. Alors là, c'est avec beaucoup d'humour, beaucoup de dessins aussi, de caricatures. Je ne sais pas si on a les images avec des caricatures à l'intérieur. On va les reconnaître aussi. C'est ça. Alizé Cornet, Marie Pierce, voilà. Il est 21h08, merci d'être avec nous, live 365, bienvenue dans la page tennis, une page tennis avec des dessins et un livre. Laurent de Chambretto est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Renaud. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter votre livre Top 5 tennis qui est sorti il y a une grosse quinzaine de jours, le 1er mai, dans lequel vous racontez à travers 100 thèmes, que ce soit des anecdotes sur des blessures, sur des pétages de plomb, sur des matchs barbants. Vous racontez toute l'histoire du tennis. Vous nous sortez des anecdotes les plus invraisemblables les unes que les autres. On a l'impression qu'il y en a même parfois qui sont fausses. On a des histoires incroyables à vous raconter. Mais juste avant, pour bien comprendre, on va essayer de connaître votre parcours parce que vous n'êtes pas un novice en tennis. Vous n'avez pas débarqué comme ça, journaliste sportif lambda. Je vais écrire un bouquin sur le tennis. La balle jaune, ça a commencé il y a longtemps chez vous. C'est une passion. Je pense me définir comme un passionné. Donc, qu'est-ce qu'un passionné? Un passionné, c'est un gamin comme moi qui, adolescent, adore mettre une raclée à ses petits copains sur un court de tennis, qui adore faire les matchs par équipe pour avoir un petit barbecue et une petite bière quand on fête la victoire de l'équipe. C'est quelqu'un qui, un peu plus tard, quand il devient grand, comme sa maman est enseignante, il a envie de transmettre, il a envie d'enseigner, il aime bien tout ce qui est à base de technique, donc il passe son diplôme de professeur de tennis. C'est un garçon qui adore voyager, donc il s'est dit pourquoi pas mêler la passion de la balle jaune avec la passion du voyage. Donc hop, fusion totale, voyage, balle jaune, tour du monde tennistique. Vous avez fait un tour du monde tennistique? Voilà, je suis parti 6 mois en Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Chili, ensuite en Océanie, sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ensuite sur l'Asie, Chine, Vietnam et ensuite sur le Mali, pour en fait à la fois voir tout ce qu'il y avait de pédagogique, la place du tennis dans chaque pays, rencontrer les dirigeants, les directeurs d'académie, les enseignants, voir tout ce qui se passe, en fait, la planète jaune, c'est le cas de le dire, la planète jaune à travers le monde. Il est 21h17, bienvenue dans la page tennis live 365, Laurent de Chambretto est avec nous. Eh oui, c'est le livre que vous voyez, vous allez voir l'auteur dans un instant. Top 5 tennis, c'est le livre tennis à acheter en ce moment avec 100 thèmes qui vont vous prendre de court, 100 thèmes pour vous parler d'anecdotes toutes plus folles les unes que les autres. On va y venir dans un instant avec vous Laurent. Mais juste avant, est-ce que c'était difficile d'écrire ce livre? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez connus, avec qui vous êtes amis de par votre parcours, en tout cas vous n'avez pas eu envie de mettre dans l'embarras à travers certaines anecdotes, vous avez raconté tout ce que vous saviez? Non, j'ai vraiment raconté tout ce que je savais. Je n'ai pas un pied dans le monde professionnel, j'ai plus, on va dire, 2 pieds et demi dans le monde amateur et tout ce qui est autour. Et c'est vrai que tout ce travail a plutôt été articulé autour d'un grand travail de recherche à travers les sites spécialisés, les magazines spécialisés, à travers des petites brèves de comptoir prises à gauche et à droite dans les forums sociaux ou tout simplement qui des fois arrivaient à s'extraire délicatement de mon cerveau, ce qui n'était pas toujours gagné. Et à travers ça, voilà, le livre a été pondu, comme vous l'avez si bien expliqué, 100 thèmes, et 100 thèmes qui regorgent de 500 informations, anecdotes et perles. Oui, il y a des thèmes très variés, hein, du pétage de plomb au match le plus barbant ou encore aux blessures insolites. On va d'ailleurs en découvrir une de Julien Benneteau, mais juste avant, on va commencer par la superstition d'André Agassi. J'ai failli dire qu'il jouait sans slip, mais on va dire sans sous-vêtements, c'est plus correct. Voilà, donc on va employer le mot sous-vêtements. En fait, lorsqu'il a remporté le tournoi de Roland-Garros, sa dernière victoire qui lui a permis de collectionner les 4 trophées, 99, ça ne nous rajeunit pas. Non. Dans son premier match, il s'est rendu compte en fait qu'il avait oublié ses sous-vêtements au moment de jouer son premier match. Donc il a joué ce match, il l'a gagné. Et notre sympathique André, superstitieux comme il est, qu'est-ce qu'il a fait pour la suite du tournoi? Il a joué toute la suite du tournoi en sous-vêtements,
une initiative très culottée, ma foi. Oui, c'était la phrase qu'il fallait. Voilà. Vous avez des anecdotes sur tout le monde parce que vous en avez autant sur les joueurs historiques que les joueurs actuels, mais aussi sur des fans de tennis. On pense à des hommes politiques, Bill Clinton ou Nicolas Sarkozy, ou encore Matthew Perry, l'acteur de Friends, alors l'ex-acteur de Friends, parce que la série n'est plus, enfin elle est encore diffusée, mais il ne tourne plus. Maxime, je ne sais pas si vous regardez sur des chaînes du câble un petit peu en retard, mais ils ont arrêté, ça a été enregistré les années d'avant. Hein. Faites-moi passer pour… Matthew Perry, qui était un espoir du tennis canadien, j'ai appris ça dans votre livre. Oui, voilà, en fait il est né aux États-Unis, ses parents ont divorcé, et le jeune homme est parti vivre chez sa mère au Canada. Et là, il a fait du tennis avec des rêves de coupe et de collectionner les petites amies. Donc le tennis lui semblait être une bonne solution. Donc notre sympathique jeune homme est parti donc vivre au Canada. Il a fait partie des meilleurs jeunes, quand je dis meilleurs jeunes, du top 15, on va dire des meilleurs juniors canadiens. C'est ce qui lui a donné envie de revenir vivre chez son père aux États-Unis pour se confronter aux meilleurs. Oui, mais voilà, les meilleurs jeunes canadiens et les meilleurs jeunes américains, il y avait un trou béant au niveau potentiel. Et il s'est rendu compte que son niveau qui lui permettait d'être parmi les meilleurs au Canada ne lui permettait que d'être un simple joueur aux États-Unis. Résultat, M. Perry a fait quoi? Il est revenu dans le cinéma, comme son père, acteur, et il continue de collectionner les petites amies, mais en tant qu'acteur. Voilà. Ça, c'est de l'info, Maxime, vous ne la connaissez pas, l'histoire de Matthew Perry? Pas du tout. C'est vraiment un truc, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Mais quand on voit aujourd'hui Team Canada, c'est vrai que c'est une autre paire de manches. Maintenant, c'est vraiment une très belle équipe qui a été un petit peu inspirée par les Français, les talents français. On pense notamment à Nathalie Tauziat, qui sont venus amener leur savoir-faire du côté du Canada pour renforcer cette équipe qui a maintenant un Milos Raonic comme fer de lance. Matthew Perry, c'était le Milos Raonic de l'époque. Est-ce que c'est difficile d'avoir des informations sur les joueurs du top 5 mondial? On pense à Rafael Nadal. Est-ce que l'info n'est pas un petit peu cadenassée? En fait, il n'y a rien qui filtre parmi les joueurs actuels, que ce soit Nadal, Federer, même tout le monde verrouille un peu sa communication. Et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que les joueurs arrêtent leur carrière, on pense à Agassi pour son autobiographie Open, et ça se lâche tout azimut. On parle de son sport, qu'on n'aime pas, on n'aime pas ce sport, on l'a fait à cause de ses parents. On parle du fait qu'il y a peut-être eu du dopage qui a été un petit peu cadenassé par l'ATP. Ça veut dire que dans 10 ans, vous allez nous sortir quelque chose d'incroyable sur Rafael Nadal? C'est plutôt lui qui a peut-être sorti quelque chose d'incroyable sur lui-même. Il a déjà fait son autobiographie, c'est pas le plus croustillant forcément, il est en activité. On connaît aussi l'humilité du personnage et sa capacité à pas forcément vouloir se mettre en avant. Donc c'est vrai que c'était pas le plus croustillant, mais il est en activité. Peut-être que dans 15 ans, on apprendra plein de choses sur Rafa et son île de Majorque. En tout cas, vous allez apprendre énormément de choses sur les anecdotes les plus insolites. On en a retenu 2 avec vous, Laurent Chambretto, quand on a préparé cette émission. Rayon blessure insolite, Julien Bento. Ah oui, le garçon assez fort. Donc il était comme nous, il allait faire un petit resto chinois, histoire de changer les idées avant l'Open d'Australie. Et malheureusement, avec les baguettes chinoises, il s'est planté les baguettes chinoises dans la main gauche. Résultat, infection, hospitalisation, opération et Julien Bento forfait pour l'Open d'Australie. 3 petits points. Et la Coupe Davis aussi, derrière le premier tour de Coupe Davis, ça avait fait N'allez pas manger au chinois avec moi demain, Maxime, ça risque de mal se finir. Il y avait un footballeur aussi qui avait fait fort, c'était Canizares, je crois, Santiago Canizares, le gardien de Valence, qui s'était blessé en faisant tomber un flacon de parfum dans sa douche. Il s'était coupé la voûte plantaire. Et il avait pas pu disputer un Euro ou un mondial, je crois. Il est privé de la Coupe du Monde. C'est ça, mondial, d'accord, voilà. C'est pas terminé pour les anecdotes. Oui. Vous allez voir qu'il y avait un tennisman sur le Titanic, Maxime. J'adore. Oui, il y avait même 2, mais on va parler de celui pour moi qui est le plus glorieux, qui est Dick Williams. Dick Williams, donc le naufrage du Titanic en 1912. Bon, il n'était pas avec DiCaprio, mais il était quand même sur le bateau. Donc le bateau a fait naufrage. Il a été recueilli par un canot de sauvetage, mais avant d'être recueilli, il a passé plusieurs heures avec les 2 jambes plongées dans l'eau glacée. Et à ce moment-là, quand il a été recueilli sur un bateau, le médecin lui a dit écoutez, vous allez devoir subir une amputation des 2 jambes, sinon on ne pourra pas vous sauver. Donc le garçon a pris ses responsabilités, il a refusé cette amputation des 2 jambes. Résultat, 1 an après, il gagne la Coupe Davis et 3 ans après, il est double vainqueur de l'US Open avec l'année suivante un nouveau titre.
Ah ouais. C'est ce qui s'appelle revenir de loin. Tout est à découvrir dans ce livre Top 5 tennis sans thème qui vont vous prendre de cours de Laurent Ciambretto. On remercie au passage le dessinateur. Oui, un grand merci à Géga. Géga, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le dico des Tontons Flingueurs, c'est le dico des Bronzés. Il a travaillé à l'Open de Bercy, à l'Open de Marseille, il a fait une BD sur JPP, il a également fait la BD sur l'épopée d'Auxerre et il bosse également sur le Tour de France. C'est un des top 3, pas des top 5, un des top 3 caricaturistes en France. Donc un grand bonjour à Monsieur Géga. Merci beaucoup Laurent, vous restez avec nous parce qu'on va Serena parler... comme ça en couverture, si vous ne faites pas d'excellentes ventes, elle est super. Bon, elle a changé d'équipementier un peu depuis, mais... C'est une Serena Williams à peut-être 1 500 000 €. C'est le prize money des vainqueurs chez les garçons et chez les filles. Bonsoir, Laurent Ciambretto. J'espère que je prononce bien votre nom. Comment Super. vous le prononcez, vous, en famille? En famille, c'est Ciambretto. Quand on prononce Ciambretto, je vous avouerai que ça me met moins en valeur, donc j'aime moins. Quoi. Le top 5 tennis, c'est un livre, comment on pourrait appeler ça? Les meilleures anecdotes du tennis? Oui, c'est un peu un melting pot de toute la planète tennis. Ça foisonne un peu de tous les côtés, à travers des légendes du jeu, à travers des anecdotes sur des chansons, du cinéma, de la politique, des petites vannes, ou en tout cas des tentatives de vannes. Voilà, Il y a des vannes ratées aussi dedans? Vous me le direz, mais... Non, vous dites des tentatives de vannes. Voilà, c'est des tentatives J'ai de appris, vannes. je ne le savais pas, j'ai appris que Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, avait atteint la finale du championnat de France en double messieurs. Oui, tout à fait. Il l'a atteint. Il a également été international de rugby, une sélection. Donc vraiment des histoires d'une autre génération. Si on a du mal à penser que notre Premier ministre actuel arriverait à battre l'équipe actuelle, l'Audra et son acolyte. Donc vraiment des histoires d'un autre temps, quoi. Alors c'est un livre qui est illustré, c'est pas par vous. Comment vous avez travaillé? Comment c'est arrivé? C'est quoi l'histoire de ce livre? Alors l'histoire du livre, dans un premier temps, je m'y suis mis tout seul à la lecture. Votre métier, c'est journaliste, auteur ou tennisman? Non, en fait, à la base, je suis un passionné de tennis. Donc, passionné de tennis, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois joueur, modeste joueur, plus porté sur le fait de battre ses potes que de faire une carrière. C'est mieux pour moi d'ailleurs. Ensuite, entraîneur de tennis. J'ai passé mes diplômes, tout le team. Derrière, routard de la balle jaune. Je suis parti quelques mois faire un tour du monde, rencontrer tous les acteurs de la balle jaune, aussi bien au Vietnam qu'en Nouvelle-Zélande, qu'au Mali ou ailleurs. Derrière, j'ai enchaîné sur un DVD pédagogique qui relatait un petit peu mon expérience sur les 4 coins du globe, et également des collaborations avec des magazines avant de me lancer dans un projet de plus grande haleine qui était l'écriture de ce livre. Mais ça, vous les stockez, les anecdotes, vous les stockez, vous les avez récupérées, vous avez en tête ou on vous en a raconté? Non, comment ça se passe? Parce qu'il faut que j'explique comment c'est classé. C'est un top 5 parce qu'il y a toutes sortes de catégories et il y a les 5 meilleurs. Le top 5 du fair play, le top 5 des chiffres mythiques, le top 5 des comebacks, le top 5 des... Non, c'est pas intéressant celui-là, il n'est pas rigolo, faut que j'en trouve des marrants. Des tennisman qui font leur cinéma, il y a des reconversions insolites. Le top 5 des choses à ne pas faire avec ses chaussettes de tennis. Voilà. Donc c'est vrai que ça part dans tous les sens, et l'idée était un peu de structurer tout ça. Donc le top 5 au départ, ça me paraissait pas hyper glamour, mais c'était le meilleur moyen vraiment pour arriver à faire une transparence à tous ces délires. Aussi bien de parler de Federer que de parler de Sarkozy, que de parler de Mathieu Perry ou que de parler de Karen Cheryl. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là, Karen Cheryl? Karen Cheryl, tout le monde qui ne connaît pas Karen Cheryl. Moi je la connais, mais quel rapport entre elle et le tennis? Alors, vous l'avez oublié? Non, même pas. Vous connaissez ces célèbres chansons, la marche, la danse, la marche des machos. Le marché des machos. Voilà, ou Bergère en blue jean, des chansons que tout le monde a dans sa discographie. Et donc, elle s'est associée avec un parolier de talent, Didier Barbelivien, pour faire une chanson sur Björn Borg. Avec un rythme, on va dire, comment pourrait-on dire ça, aussi endiablé qu'un solo rock de Francis Cabrel, et des paroles, on va dire, qui mettent pas trop en péril nos neurones pendant une journée. Voilà. Et la chanson, pour moi, a été un des sommets du kitsch. Mais je vous donne, faut juste lire le livre, voir les paroles, et vous verrez, c'est du bon. Vos histoires préférées, vos anecdotes préférées, celles qui marchent le mieux quand vous faites un dîner, que vous racontez des histoires à vos potes? Alors, par exemple, l'histoire d'Agassi quand il remporte Roland-Garros. Le premier match, il a pensé à tout. Il a pensé à amener sa femme, il a pensé à amener ses raquettes, ses chaussettes, son sac de sport, mais il a oublié ses sous-vêtements. Dans le premier match, vous avez fait du tennis,
Ouais. Très mal. Voilà. Et donc, il avait 4 balles sur lui. Il avait, voilà. Et donc, on imagine un petit peu le centre de gravité qui devait être un petit peu. Et pourquoi il s'est pas fait compliqué. prêter un caleçon par un autre joueur? Ça, on ne sait pas, mais le plus hard, c'est que non seulement il a gagné son match, et le garçon étant superstitieux à l'extrême, qu'est-ce qu'il a fait pour la suite du tournoi? Il a recommencé. Il a recommencé et il est arrivé en finale. Medvedev, 5-7. Sa seule victoire à Roland-Garros qui lui a permis de gagner les 4 grands chelems. Dans le même style, en termes de superstition, il y a aussi Goran Ivanisevic. Alors lui, c'est Hall of Fame. Quand il gagne, le même vestiaire, la même douche. La version 2, quand il gagne, quand il fait un ace, il reprend la même balle. Quand il gagne, il choisit le même restaurant, la même table, le même repas et les mêmes personnes avec qui il discute. Et il y a la version qui déchire. C'est la seule fois où il a gagné Wimbledon, la seule fois où il a remporté un tournoi du Grand Chelem. Il a eu le malheur de tomber sur son premier match, la veille de son premier match, sur un épisode de la série cultissime Les Teletubbies. Ouais. Il a regardé cet épisode. Voilà, bon, chacun a ses faiblesses. Hein. Ouais. Il a regardé cet épisode et malheureusement, il a gagné son match. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 15 jours, tous les matins? La purge, les Non. Teletubbies. C'est bon Voilà, ça. voilà. Donc, c'était du lourd. Ça, Ivanisevic, j'aime bien. Quoi. Les Teletubbies, j'aime bien. Oh là là, on discutait avec Laurent Chiambretto. Moi, je t'appelle Laurent, ou je vous appelle Laurent parce que c'est trop compliqué votre nom. D'accord. Non, je vais faire des progrès. Laurent Chiambretto qui vient de publier, on n'a pas dit le nom de l'éditeur, c'est Manocan, Voilà. le top 5 du tennis, les 100 thèmes qui vont vous prendre de court avec des histoires aussi vraies qu'incroyables, sinon ça vaut pas le coup. Marat Safin, qui avait un petit problème de matériel. Voilà, je crois que c'est l'homme, vous me le direz, qui détruisit 1055 raquettes, dites-vous, en 10 ans. raquettes en 10 ans, chiffre confirmé par l'ATP et certains blogs. Mais il faisait exprès de prendre des raquettes très très légères, un petit peu comme quand on joue de la guitare, on peut prendre des cordes light, on Oui. pète tout le temps. Mais ça peut être un choix. Non, je pense que c'est un garçon qui avait une chorégraphie assez bien poussée pour pouvoir péter sa raquette à chaque fois. Et figurez-vous d'ailleurs que Safin, vous savez ce qu'il a fait comme reconversion? Dites. Il Non, est je ne sais maintenant pas. politicien, député à la Douma avec notre ami, avec Vladimir Poutine. Donc pour quelqu'un qui perdait son sang-froid assez régulièrement, maintenant il nous fait la version homme de glace avec beaucoup de recul et beaucoup de jugeote. Donc Marat, Gagné deux grands chelems, on me dit dans l'oreillette, ce que j'aurais pu le savoir, Ouais. Australie et je l'ai oublié, et oui, et US Open. Puis, c'est vrai Andy Roddick, Ouais. Andy Roddick qui s'est pris pour Superman et qui a sauvé quelqu'un. Oui, en fait, lors d'un tournoi de Rome, il était dans un hôtel à Rome, et l'étage au-dessus a pris feu. Au l'étage au-dessus, il y avait un joueur qui s'appelait Jens Schalken et sa femme. Et en dernier recours, Jens Schalken et sa femme ont sauté du 3e au 2e étage et ont atterri directement dans les bras de Roddick. Et malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance puisqu'il y a eu des morts lors de cet incendie. Donc C'est génial, c'était donc vraiment un rôle de. Mais là, de Roddick sauveur. l'a sauvé puisqu'il était là Il l'a pour le vraiment sauvé, réceptionner hein, pour pas donc, qu'il... je visualise l'image, je vois à peu près comment ça s'est passé, mais en tout cas, il nous a fait le rôle de Clark Kent version Cap Bleu, quoi. Clark Kent, faut dire qui c'est. Superman, Voilà, c'est Faut le Superman en tenue de ville. en tenue de ville. Voilà, Voilà, parce que tout le monde ne sait pas ça. Non, c'est vrai. Quand je sais un truc, j'en profite, je le place. Je Hein, vous en c'est ça prie, quand on a peu de c'est culture. votre émission. On l'étale, mais on l'étale quand on a peu de culture. Pour une fois que je le savais quelque chose. Qui était le vainqueur de Wimbledon inculpé pour meurtre? Aucune idée. C'est dans le livre, Ouais. mais là j'ai un trou, donc je vais être honnête avec vous. Par contre, l'anecdote, bien évidemment, je m'en rappelle, c'est le finaliste de Wimbledon. Je suis en train de réfléchir en ce moment, Ouais. c'est pour ça. C'est pas Non. très grave. En tout Non. cas, on apprend dans votre livre Ouais. que un finaliste de Wimbledon était inculpé pour meurtre. On ne sait pas s'il a tué quelqu'un. Björn Borg et sa raquette en bois. Oui, ça c'est une anecdote que la plupart des puristes du tennis connaissent. Lors de son comeback, il a tenté de revenir. On ne sait pas si c'était pour des problèmes financiers ou pour le fait que la balle jaune lui manquait, mais il est revenu avec ses vieilles raquettes en bois et il s'est fait, j'ai employé le terme, déchirer par toute la nouvelle génération qui utilisait bien évidemment les raquettes traditionnelles et modernes. Et je crois qu'il a gagné, j'en suis même sûr, aucun match durant son comeback et qu'il n'a jamais dépassé la 800e place mondiale, lui, l'homme au 6 Roland-Garros et 6 Wimbledon. Ça me rappelle une histoire. C'était un pilote américain ou italien ou italo-américain qui s'appelait Zanardi, qui explosait tout le monde en IndyCar aux États-Unis, qui est venu en Formule 1 chez Williams et qui avançait pas. Et il a dit c'est à cause des freins carbone auxquels j'arrive pas à m'adapter. D'accord. Et donc il a demandé à avoir des freins acier. Ils lui ont monté les freins acier. Voilà, il est passé de la 10e
à la 20e place. D'accord. C'est exactement la, même, Oui, ça peut la même être histoire. chose, ouais. Alors, on est là, on est en train de s'amuser. Vous suivez Roland Garros? Oui, tout à fait. Tout à Alors, fait. comment c'était aujourd'hui? Vous avez suivi tout à la, fait, la j'ai victoire suivi de... plus sur les chats que sur l'écran, mais j'ai vu que mon fils nous avait fait un one-man show contre Berdych. Par contre, je crois que le tour suivant, il rencontre Gulbis, ou en tout cas le vainqueur du match où il y a Gulbis. Et Gulbis, pour moi, c'est un type de joueur qui peut tout aussi bien mettre 4-7 à Ferrer que se faire battre par le 200e mondial. Donc avec tout ce qu'il a dans les jambes, mon fils, je ne suis pas sûr, alors que c'est le meilleur joueur français pour moi sur terre battue, je ne suis pas sûr qu'il ait le physique pour enchaîner sur un deuxième gros match. Il y a un papier, c'est important la psychologie dans le tennis. Il y a un papier ce matin dans le Parisien. Il y avait un comparatif entre Monfils et Tsonga, où il les comparait qui gagne, qui perd sur différents compartiments du jeu. Il y avait le jeu, mais aussi la sympathie, l'audience, l'image de marque, et Tsonga gagnait surtout. Et je me suis dit, c'est pas sympa. C'est vraiment dégueu de faire ça le jour du match. Et quand il y a eu la victoire tout à l'heure, je me suis dit, ce papier, ça a dû lui mettre une niaque. Ça a dû le booster. Vous qui avez joué, même c'est pas un très haut niveau, le mental, ça joue pourquoi dans un match de tennis? Qu'on soit amateur ou professionnel, obligatoirement, quand on se retrouve, je ne sais pas, à 5-4 dans le dernier set, 30-40 et deuxième balle, on a intérêt à avoir du coffre, on a intérêt à avoir un petit peu d'expérience pour arriver à respirer et à se faire un schéma de jeu qui permette de ne pas perdre ses moyens. Et ça, il n'y a que l'expérience qui le fait, à petit ou à grand niveau. Juste un mot, parce qu'il y a quelques temps, vous parliez au début de Roland Garros, c'était avant que ça commence, et vous aviez fait une prophétie quand même assez extraordinaire, puisque vous aviez dit, attention, vous allez voir que mon fils va battre Berdych. J'avais dit ça. Sur le plateau du live, ici même. Vous vous souvenez même pas l'avoir dit. Je dis beaucoup de choses bien. Hein. Non, mais quand même, c'est incroyable, non? Non, mais disons qu'est-ce qui vous faisait dire ça avant? Parce que, en même temps, mon fils, déjà, c'est le meilleur athlète du circuit. J'ai pas dit joueur, hein, le meilleur athlète du circuit. Deux, quand il est à son niveau classique, il a fait un quart à Roland et une demi-finale, à chaque fois battu par notre ami Roger. Donc, Berdych, qui est pour moi l'un des deux membres du top 10, avec Tipsarevic à être le moins fort sur terre battue. Pour moi, il me semblait logique que le match était plutôt du 50-50 et mon fils, avec la rage qu'il avait de jouer chez lui à Roland-Garros, et le public pouvait faire un petit truc sympa. Et alors, vous avez dit ensuite, pour la suite, on va voir si votre prophétie se réalise. C'est marrant parce que ce matin sur France Info, j'avais Elisabeth Tessier. Sauf que j'ai l'impression que vous dites plus de trucs vrais qu'elle. Donc c'est étrange, hein? Non? Et sans tirer les cartes et sans regarder les astres. Et après, vous avez dit, en parlant de mon fils, et ensuite, il peut perdre au deuxième tour contre un moins bon. Ouais. En fait, c'est le deuxième tour du Gulbis. Pas qu'il est moins bon, mais il est moins coté, il est moins connu par le grand public que quelqu'un comme Berdych, qui est dans le top 10, mais il a un talent fou. Et c'est vrai que mon fils peut se casser les dents dès le tour suivant contre ce joueur. Je vais vous poser une question de technicien à moi qui suis un nilote. Comment un type qui a, comme vous dites, un talent fou, comment est-il possible de ne pas être très bien classé quand, comme vous dites, on a un talent fou? Alors, pour revenir à ce jour-là, je crois que c'est un fils d'une grosse fortune, Donc, il a la grosse fortune, il est doué et il est nonchalant. Donc, ça veut dire qu'il choisit ses matchs et il n'a pas le couteau sous les dents à la Rafael Nadal où chaque match, il défend sa vie. Voilà. Et ça fait une différence même quand on a le talent. C'est comme les joueurs du PSG il y a 10 ans. Voilà. Non, les mecs étaient très bons, mais mouillaient pas le maillot. Sur le papier, il y a la meilleure équipe. On les mettait ensemble et ils faisaient rien. On assemble, même il y a très longtemps, l'équipe qui s'appelait le Matra Racing. Ça avait été repris. Très bien. Ça avait été repris et là, on avait assemblé joueur après joueur. Avec Francescoli, avec Luis Fernandez. Je me souviens très bien de cette équipe-là. Et là, ça avait fait un flop monumental, alors qu'on pensait que ça allait être une équipe qui allait tout dévaster sur son passage. Une question qui m'est soufflée par Maël en régie, parce que jamais je l'aurais trouvée celle-ci. Nadal a perdu un set, qu'est-ce que vous en pensez? Péripétie. Il y a quelques années, il avait perdu 2-7 contre Isner. Ça n'avait pas empêché de déchirer tout le monde. 8 Roland Garros, il en a gagné 7. Il a perdu une fois contre Soderling, qui jouait comme un extraterrestre. Faudra retrouver un deuxième extraterrestre cette année, j'en vois pas. Il y a des anecdotes de sport dans votre livre. C'est quoi la plus belle anecdote de sport? C'est le service à la louche de Chang? C'est la plus connue. C'est un des plus connus. Quand il y avait Lendl en version grand maître méchant et Chang en version petit hobbit, c'est vrai que le public était derrière lui. On voit encore l'image d'Enrico Macias qui rigole dans les tribunes. Et c'est vrai que c'est une image qui a fait le tour du monde. Et ce n'est pas de visu ma préférée, mais c'est une des plus connues. Votre préférée? À base de tennis? Ouais. Il n'y a pas une publicité pour que je réfléchisse, non?
Pardon? Il n'y a pas une publicité pour que tu puisses réfléchir? Non. Non. Non, nous on réfléchit sans pub, nous on est à l'arrache. Nous, il n'y a D'accord. pas de temps de cerveau disponible ici. on est au taquet tout le temps. Non, moi, c'est une anecdote que j'adore, qui ne répond pas au tennis proprement dit, mais qui s'est passée sur un cours, c'est l'histoire d'Ilinastase, que j'ai adoré, que j'avais lu un petit peu partout. Ilinastase s'était rendu compte lors d'un tournoi que un de ses adversaires et amis, qui s'appelait Panatta, était complètement superstitieux et avait une frousse totale des chats noirs. Ouais. Donc, un quart de finale, Roland Garros, match de double, Nastase avec son partenaire vient, il rencontre Panatta et son collègue italien, et il va voir un officiel de Roland Garros, il fait « tu dois me trouver un chat noir dans l'heure qui suit ». Donc, mission accomplie. Mission accomplie, il amène un chat mi-noir, mi-gris. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait notre ami Nastase? Il cache le sac, plutôt le chat dans le sac, il arrive sur le court avec son sac. Il enlève la fermeture éclair. Le chat, complètement apeuré, commence à courir sur tout le terrain. Derrière, Panatta, aussi apeuré que le chat, commence à avoir un visage complètement décomposé. Le chat a été rattrapé. Panatta a perdu ses moyens. 2 petits sets, moins d'1 heure de jeu. Génial. Et il ne lui a pas parlé pendant 3 mois. Vous vous souvenez de l'année? On peut retrouver. En- C'est dommage qu'il n'y ait pas YouTube à l'époque parce que j'aurais bien retrouvé cette séquence. J'adorais voir le chat. C'était 77. Roland Garros 77, quart de finale du tournoi de double de Roland Garros. C'est dans le top 5 du tennis. J'ai oublié de vous demander, Laurent Chiambretto, le nom du dessinateur. Ah, Géga. Donc Géga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dico des Tontons Flingueurs, le dico des Bronzés, la BD sur Papin. Il a bossé sur le Tour de France, sur l'Open de Paris-Bercy, et c'est un des... C'est pas lui qui avait fait le livre de la vérité si je mens, ou est-ce que je me trompe? C'est lui. Ah bah exactement. Voilà. Bah, Voilà. bravo à Il a lui, fait j'ai le toute livre. Et l'histoire donc, du dico, et puis des dessins qui sont d'excellente qualité, pour ne point dire plus. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait Sarkozy qui passait la tête sur la couverture. Si, Ça s'appelle le top 5 tennis. Merci beaucoup Laurent d'avoir rien. été parmi nous. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Pardon à ceux que je n'ai pas salués comme je le voulais tout à l'heure en parlant de jeux vidéo, mais on fera certainement une prochaine émission sur le thème. Vous retrouvez demain en lieu et place Jean-Philippe Lustig à 22 h. Et moi je vous retrouve lundi sur Sport 365. Salut, bonne soirée, bonne nuit.